Histoire de climat. La lumière du jour s'annonce radieuse. Pourtant, malgré la météo clémente annoncée, la nouvelle tombe. La piste de l'aéroport de Nerlerit-Inat n'est pas praticable. Elle doit ressembler aux rues du village, gorgée d'eau, rendant impossible les décollages et les atterrissages. Mon colocataire danois, qui devait partir aujourd'hui, est dans tous ses états. Tanguy, l'étudiant en thèse avec qui je travaille, ne va pas pouvoir arriver aujourd'hui non plus. Et les conditions météo des prochains jours ne sont pas favorables à rendre la piste plus sèche. Heureusement pour lui, il vient pour une période de 3 mois ici. Il a un peu de marge. J'essaie de ne pas penser à mon propre départ. Nous verrons bien. Mais il faut être préparé à ce genre d'événement quand on voyage au Groenland. Je me dis qu'avec un peu de chance, j'ai cumulé suffisamment de tuiles pour arriver jusqu'à là, et c'était il y a 1 semaine déjà. Face à l'agitation de mon coloc, je préfère sortir rapidement et je me rends à l'école. J'y rencontre rapidement Jonathan, le directeur de l'école qui se trouve être un contact d'Umanak de mon collègue Jean-Michel. Je présente la raison de ma présence dans le village, notre projet Samper Arctic. Hi, my name is Jeanne Gherardi. I'm a climate scientist and I have the privilege of coordinating the Samper Arctic project. Le lien avec le volet recherche et pédagogique de Groenlandia. Je m'appelle Vincent Hiller, je suis le directeur du projet Greenlandia. Nous sommes ici à Itokotormik, c'est un village d'à peu près 360 âmes sur la côte est du Groenland par 70 degrés nord. Le lexique qu'Evald m'a prêté s'avère bien utile pour bien se faire comprendre et réduire la distance imposée par l'anglais. Je vais le garder sous la main. Je suis accueillie à bras ouverts par l'équipe enseignante. Nous fixons d'ailleurs un rendez-vous avec 3 d'entre elles à midi pour envisager une intervention climat la dernière semaine de septembre, juste avant mon départ. Je discute longuement avec Carola, la secrétaire, qui parle parfaitement l'anglais et me présente l'école. Il y a 51 élèves, entre 6 et 14 ans, 11 instituteurs ou stagiaires, dont 4 nouveaux danois. Un jeune couple tout enthousiaste, Suzanne, que j'avais déjà croisée samedi lors du challenge sportif, et son mari, Anders, de retour à ce poste après 15 ans. Je rencontre également Puls Jørgen Danielsen, alias Lulut, qui est impliqué dans le volet pédagogique de Groenlandia. On s'était déjà croisés samedi sous la neige. Ils ont visiblement de très bonnes conditions de travail et les moyens pour accompagner leur projet. L'école est un vaste bâtiment, très bien entretenu, qui surplombe le village et duquel la vue est magnifique. Je suis contente de savoir que j'aurai l'occasion de m'impliquer dans les classes. Carola me conseille d'aller parler climat avec son mari, qui est Arctic Engineer, un ingénieur polaire qui semble très concerné. Il travaille à la commune. Je pourrais donc aller le trouver dans le grand bâtiment vert du village. Ayant un peu de temps devant moi, avant mon rendez-vous avec les 3 institutrices, je profite du soleil pour monter à la station météo. Pour être honnête, j'y monte tous les jours, plusieurs fois, et quel que soit le temps, on se refait pas. J'espère y être à temps pour le lâcher du ballon sonde permettant de mesurer la température, pression, humidité sur la colonne d'air atmosphérique. Gonflé à l'hélium, cet énorme ballon peut monter jusqu'à 38 voire 40 km d'altitude. Il passe de la troposphère à la stratosphère et renvoie ces informations en continu. Par définition, l'atmosphère est l'enveloppe gazeuse qui entoure une planète. Elle est maintenue autour de cette planète par la force gravitationnelle qui la retient et l'empêche de s'échapper vers l'espace interplanétaire. La première couche de l'atmosphère terrestre, c'est la troposphère, qui vient du grec tropos, qui signifie tour, en référence au tourbillon et au mouvement rotatoire des masses d'air. Elle se situe de 0 à 12 km d'altitude. C'est dans cette couche que se déroulent les principaux phénomènes météorologiques, comme par exemple les nuages et les orages.
À noter que la troposphère concentre 90% de l'air contenu dans l'atmosphère. Ensuite, il y a la stratosphère, littéralement sphère étendue, qui se situe entre 12 et 50 km d'altitude et où survient de forts processus de radiation et de vent. Elle joue un rôle majeur dans la température à la surface de la Terre. Ces mesures sont réalisées toutes les 12 heures, à 11h05 et 23h05 tous les jours. Ces données météo sont importantes pour actualiser en permanence les modèles de prévision. Le lâcher de sonde se fait en quelques minutes, le temps de gonfler le ballon à l'hélium et de le laisser s'envoler depuis la plateforme. Moi, je suis particulièrement étonnée par l'endroit. En effet, il se fait depuis un petit hangar dont les murs sont recouverts de portraits en noir et blanc des habitants du village. Je reconnais Mette, Edge, mais Hans doit me montrer Bella, qui n'avait alors que 3-4 ans à l'époque. Ces portraits sont l'œuvre d'un artiste danois. Ils sont vraiment très beaux et rendent un bel hommage, je trouve, à ce petit monde. Hans, que je n'avais pas reconnu, est le mari de la sœur de Edge. Et je l'avais rencontré à Amdrup-Ån lors de notre cueillette de myrtilles. Comme j'étais un peu en avance, j'en profite pour discuter avec le jeune collègue danois de Thor qui s'installe à Ittoqqortoormiit en 2015. Il s'appelle Ronny. Lui aussi est sous le charme des lieux. La proximité à l'océan et à la montagne lui sont indispensables. Il se sent parfaitement intégré ici, d'autant qu'il est en couple avec une femme du village. J'ai repéré que nous étions presque voisins. Avant d'être à la station radio, lui et sa femme ont travaillé à l'aéroport de Nerlitinat. Il est tellement isolé que le personnel qui y travaille doit rester sur place 12 semaines d'affilée dans des logements de fonction avant d'avoir un mois de congé. Quand l'aéroport n'a pas d'activité, il est possible de revenir au village en scooter ou d'aller faire du ski de randonnée dans les environs de Uritfjord. Les contrôleurs n'y sont que pour 4 semaines. Et les retours sont devenus un vrai casse-tête ces derniers mois avec les restrictions et contraintes sanitaires entre les différents pays, Islande, Danemark et Groenland. Tout est une véritable aventure ici. Avant de retourner à l'école, je passe prendre rendez-vous avec le fameux Christian pour l'après-midi même. La journée s'annonce bien chargée. Je veille à préciser dès le début de notre réunion que je ne suis pas là pour faire l'étalage de ma science, mais pour répondre à leurs besoins pédagogiques. J'ai besoin de savoir à quels élèves je vais m'adresser et quel est leur niveau de connaissance sur le climat. Ce sera l'équivalent de nos CE2 CM1 et CM2 5e, très peu informés sur le sujet. Je constate que les enseignantes, Greta et 2 Suzanne, et oui, nous avons 2 Suzanne, n'ont pas forcément non plus tous les éléments. Je propose quelques sujets qui pourront être déclinés pour les différents niveaux. Le climat arctique et son importance dans le climat global. L'effet de serre naturel, additionnel, avec l'origine des gaz et l'effet de serre. Et puis le lien océan et climat. Je sais que j'ai des supports qui pourront être utilisés pour les élèves et quelques expériences faciles à monter pour expliquer les courants océaniques par exemple, impulsés par la densité des masses d'eau, contrôlés par la température et la salinité. À ma grande surprise, la personne que j'imagine être en charge du matériel pédagogique arrive avec un kit expérimental tout prêt pour ce genre d'expérience. A priori, il n'a jamais été utilisé. Ce sera donc l'occasion. Je rencontre ainsi Anders, le mari de Suzanne, prof de sciences.
Je rassure les institutrices en leur précisant que je ne suis pas là pour mettre les enfants face à l'ampleur du désastre, leur faire peur pour l'avenir. Les adultes sont suffisamment inquiets. L'idée est de leur faire comprendre comment les différents éléments du système climatique sont reliés entre eux, leur présenter l'importance des éléments qu'ils connaissent bien comme l'océan, les glaciers, la glace de mer pour le climat. On refera un point la semaine prochaine. Je leur proposerai quelque chose et elles pourront recadrer, guider ou me faire modifier. Cette démarche semble en convenir, cela me va bien. Suzanne aimerait que j'aborde les solutions face à cette situation, mais je dois admettre que je ne sais pas trop comment aborder la question. Partager les solutions que l'on met en avant chez nous et qui ont énormément de sens, limiter nos trajets, privilégier les transports en commun ou doux, manger moins de viande, consommer moins et de préférence locale, etc., me dérange profondément dans le contexte de cette communauté isolée dont le fonctionnement repose sur l'utilisation de fioul pour le chauffage et un ravitaillement par bateau 2 fois par an pour tous les produits de première nécessité et autres meubles vêtements. Les repères sont tellement différents. En revanche, je peux parler d'énergie solaire. J'ai vu que des panneaux avaient été installés sur un hangar, ou géothermie. Il y a des sources chaudes à Cap Tobin et Cap Hope. Mais qui suis-je pour leur dire de limiter les transports avec leur quad, motoneige ou autres bateaux? Surtout moi qui ai pris 5 vols avant d'arriver là. En revanche, j'ai envie d'entendre leur histoire à ce sujet, leur témoignage sur ce monde en transition, et je peux enregistrer cette dernière partie de notre réunion, pendant laquelle Greta et Suzanne, qui se trouve être sa fille, me font part de leurs observations. Il y a d'abord le sentiment qu'il faisait beaucoup plus froid avant, en raison de la présence de beaucoup plus de glace dans le fjord. De la glace, il y en a de moins en moins, même si cela varie encore beaucoup d'une année sur l'autre. Il y a ensuite leur inquiétude vis-à-vis de la disparition de certaines espèces, comme les ours, s'ils venaient à faire de plus en plus chaud, ou les narvals, ou encore l'apparition de nouvelles, des orques par exemple. On sent bien que certains repères se perdent, que ces changements se produisent rapidement, que depuis les années 2000, tout semble s'accélérer. L'hiver, en particulier, est marqué par des tempêtes d'une puissance qu'il n'y avait pas avant, des vents provenant des glaciers, les fameux vents katabatiques. Vents katabatiques. On les trouve uniquement au niveau des calottes polaires et des glaciers. Ils peuvent être extrêmement puissants et particulièrement froids. Les surfaces enneigées ou recouvertes de glace refroidissent la couche d'air juste au-dessus du sol. Cet air froid, plus dense, plus lourd, va alors dévaler les pentes glaciaires et prendre de la vitesse jusqu'à donner des vents extrêmement puissants. Lorsqu'ils atteignent les extrémités des calottes polaires et des glaciers, ces vents peuvent être très violents et dépasser plus de 200 km/h. Le record a été enregistré au niveau de la base française en Antarctique, du Mont d'Urville, où les rafales ont dépassé les 300 km/h. Aussi impressionnant que les furvents dans la horde du contrevent. Alors, les impacts de ces vents sont multiples. En Antarctique, par exemple, ils jouent un rôle important sur la houle et la dislocation de la banquise, mais également sur la circulation générale autour de l'Antarctique. On estime qu'avec le changement climatique, ces vents pourraient s'affaiblir et ainsi perturber le climat régional. L'ordre de grandeur à retenir est qu'un vent katabatique peut atteindre plus de 300 km/h. Je trouve cela dur d'entendre ces témoignages. J'ai besoin de marcher dans le village pour alléger mes pensées. La lumière et le soleil m'aident à respirer. J'enchaîne alors avec mon rendez-vous auprès de l'ingénieur polaire qui travaille sur les questions de ressources, d'énergie et de gestion des déchets de la ville. Il accepte volontiers que j'enregistre notre entretien qui va durer plus d'1h15. J'essaie de résumer en quelques lignes tout ce qui a été dit, mais ce qui est sûr,
c'est qu'on a du chouette matériel d'études en perspective. Christian Ameken a 43 ans. Il est né au village, a vécu à Cap Tobin quand il était petit, et son père est chasseur, et l'a toujours été. Observer son environnement semble être une seconde nature chez lui. Il est très précis dans ses témoignages et observations. Il utilise beaucoup la carte que je viens d'acheter pour m'indiquer les endroits dont il parle. Malgré des années passées au Danemark où la vie est simple, où il y a des opportunités, l'appel d'Ittoqqortoormiit semble avoir été plus fort pour lui et sa femme. Il lui semblait important de revenir ici et d'essayer d'être utile au village, de faire changer les choses dans le bon sens, une fois son diplôme d'ingénieur en poche. Mais ici comme ailleurs, faire bouger les lignes, changer les comportements et les habitudes demande beaucoup de temps et de travail. Il s'y colle patiemment et je découvre que les panneaux solaires et les pistes de réflexion sur la géothermie sont des projets de lui. Il voit les choses qui disparaissent. La glace de mer notamment, et les premières sorties en chien de traîneau, toujours plus tardives. On est passé d'octobre à décembre-janvier en 20 ans. Les glaciers, qui sont de moins en moins imposants, particulièrement visibles de l'autre côté du fjord. Il craint pour les chasseurs du village, mais il ose espérer également qu'avec le réchauffement, de nouvelles espèces de poissons vont arriver, qu'ils pourront en tirer quelque chose de positif, qu'il pourra y avoir de nouvelles opportunités pour les habitants du village. Cet homme est extrêmement touchant et son inquiétude se ressent. Je rentre toute retournée dans mon logement. Avec les enregistrements de ces 2 entretiens, je m'attarde un peu moins sur mes notes et je vais profiter de la lumière et de la clarté du jour pour refaire un tour du village et prendre quelques photos. Je termine mon tour en passant chez Mette. Je tiens à lui faire part de mes rencontres du jour et lui redire combien tout ce qu'elle m'a dit m'inspire. Beaucoup de ces histoires s'inscrivent en effet parfaitement dans le cadre de notre projet sur la résilience. On parle de sa famille, de ses multiples projets, d'écriture aussi. Sachant que je partage tout ça avec vous, pourquoi ne pas envisager une version est-groenlandaise pour le partager avec le village? Ça peut être un joli projet. Au bout de 2 heures, on se décide à aller faire un tour et de continuer notre conversation en déambulant dans les rues du village. On s'aventure en direction de Walrus Bay, puis on grimpe sur les rochers pour rejoindre l'héliport où on finit par se poser. On parle d'énergie ressentie, d'attachement à un lieu, de nos environnements de vie si différents. Ici, pas besoin de courir sans cesse. L'endroit est puissant. Il en impose de son silence, de sa grandeur, de son isolement. Je suis indubitablement sous le charme.